Bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons visiter le Bas-Rhin avec quelques histoires folkloriques. Venez donc me rejoindre au coin du feu et profiter de tout ce que j'ai pu vous dénicher. Ne perdons pas un instant de plus. Si une histoire d'amour tragique a bien marqué les esprits, c'est celle de Roméo et Juliette. Eh bien, je vous propose d'en découvrir une variante façon alsacienne. Et croyez-moi, le romantisme à l'alsacien, c'est quelque chose. Au temps des chevaliers, on pouvait alors voir deux châteaux, celui de Welgenburg et de Hohenburg, tous deux dirigés par des seigneurs qui se vouaient une haine profonde l'un envers l'autre. Si profonde que cela toucha jusqu'aux plus infimes serviteurs, développant alors une scission entre les deux familles. Mais pourtant, même dans ce climat, l'amour peut fleurir. Et c'est ainsi qu'Edwige, fille du seigneur de Hohenburg, rencontrerait l'homme qui ferait battre son cœur. Car ils étaient nombreux, ceux qui voulaient conquérir la douce, connue pour sa bonté et sa gentillesse. Un jour, alors qu'elle était assise dans une petite clairière proche d'une petite fontaine naturelle, qui était son lieu de secret pour échapper à ce climat de haine, un sanglier surgit. Blessé et apeuré, il prit alors la pauvre femme pour cible et fondit sur elle. La jeune femme, prise de panique, en perdit connaissance sur le coup. À son réveil, elle était dans les bras d'un jeune homme qui n'était autre que Robert, le fils du seigneur de l'autre famille. Il avait fait fuir l'animal in extremis. Ai-je réellement besoin de vous décrire la suite? Bien évidemment, l'amour naquit, et ils se revirent au même endroit à chaque occasion. Jusqu'à ce qu'un jour, ils furent surpris par le père d'Edwige qui, fou de rage, s'attaqua au jeune homme. Incapable de se défendre, il mourut dès le premier coup. Le père avait cependant scellé le sort de sa fille au passage, car de chagrin, elle en était morte aussi. Si les nénuphars avaient fleuri dans l'eau de la fontaine pendant cette période d'amour, ils avaient flétri instantanément dès ce moment. Ainsi prit fin la douce union d'un amour sincère et pur, dans un climat de haine et de ressentiment. Pourtant, notre histoire ne s'arrête pas là, car depuis ce jour, un fantôme descend des hauteurs de Hohenburg pour se rendre jusqu'à la petite fontaine. En pleurs, gémissant faiblement une longue plainte de douleur, chaque nuit sous les étoiles, elle fait le trajet dans les deux sens, se rendant au rendez-vous dans l'espoir d'y retrouver un jour son bien-aimé avant de disparaître. La Dame Blanche est donc condamnée à errer jusqu'à la fin des temps. Mais laissons planer une petite lueur d'espoir. Qui sait, un jour peut-être les tourtereaux seront réunis. Cela dit, votre fidèle serviteur ici présent ne peut pas vous en dire plus. Peut-être un peu de retenue aurait pu empêcher un tel sort à la pauvre femme. Je crois que ce sera une première dans les histoires que nous avons pu voir jusqu'à maintenant, car nous allons parler précisément d'un objet, la fameuse horloge de Strasbourg et de la légende qui l'entoure, ainsi que de son concepteur. Une fois la construction de la cathédrale de Strasbourg terminée, on voulut la sertir d'une horloge à la hauteur de sa beauté, mais aucun horloger n'osa encourir la fureur des magistrats en ratant son œuvre, jusqu'à ce que se présente Isaac Abrich. Un vieil homme qui promit une horloge sans commune mesure dans le monde. Promesse tellement belle que les seigneurs de la ville signèrent sans aucune hésitation. Et c'est ainsi que plusieurs années de travail acharné plus tard, l'horloge vit le jour. Et l'homme n'avait pas menti. Elle était capable de prédire jusqu'aux phases d'éclipse de la lune ainsi que celle du soleil, dans l'ordre précis où elle pourrait se produire. Le lever et le coucher du soleil à la seconde près, ou encore la faculté de se remonter d'elle-même chaque début d'année. Elle pouvait également anticiper les constellations qui se présenteraient dans les cieux et beaucoup d'autres fonctions qui feraient pâlir toutes les horloges du pays. Et que dire des carillons aux tâtements cristallins qui plongèrent la ville dans un état de liesse constante. Bref, vous avez bien compris qu'il s'agissait probablement de l'horloge la plus avancée qui puisse exister en ce temps. Tant et si bien que les magistrats eurent la crainte que le vieil homme soit débauché pour en fabriquer une autre, privant la ville de son trésor unique. Alors ils firent mettre au fer le vieil horloger et l'accusèrent d'avoir pactisé avec le diable pour concevoir son œuvre. La sentence serait la perte de sa vue, mais l'homme eut une dernière volonté,
remonter une dernière fois son horloge avant de ne plus jamais pouvoir la regarder. Ils acceptèrent et laissèrent l'homme monter au sommet de la tour pour faire son travail. Mais l'horloge ne tournerait plus, car même si l'homme était privé de sa vue, il avait eu une dernière chance de pouvoir priver la ville de son œuvre et l'avait saisie. Et l'horloge ne tourna plus dès lors, figée. L'horloger avait si bien saboté le mécanisme que personne ne put la remettre en marche, et son savoir fut perdu à tout jamais. Ne reste que les rouages inanimés, comme seule preuve de son talent. Et c'est une petite histoire cette fois, pleine de morale, avec pour fond de décor des créatures que nous avons déjà eu l'occasion de parler. Je veux bien sûr parler des géants, qui au cours de nos histoires ont pu paraître autant paisibles qu'hostiles. Ceux du château de Nidec, aujourd'hui en ruine, étaient du genre paisible, se tenant à l'écart dans un château hors d'atteinte pour les humains. Bien que peu d'entre eux avaient eu la folle idée d'aller un jour les déranger, il pouvait cependant arriver des petits imprévus. Car la fille du seigneur de Nidec pouvait régulièrement s'aventurer dans la forêt environnante. Il lui arrivait donc régulièrement de s'éloigner de sa maison. Pourtant, jamais elle n'avait croisé d'humain jusqu'à ce jour. Car elle croisa un paysan, sur sa charrue tirée par un cheval. L'homme eut d'ailleurs à peine le temps de se demander d'où venaient les rires et les cris de joie qui firent trembler les montagnes, que déjà une main l'avait saisi, lui et son attelage, l'emportant on ne savait où. Lorsqu'enfin on le déposa, ce fut sur une table immense, sous les yeux d'un homme géant qui l'observait avec un regard grave. Tandis qu'une petite fille, enfin petite par rapport au géant, l'appelait un joujou. Ce fut une scène surréaliste pour le pauvre paysan qui s'en trouva tétanisé de peur. Mais le géant, qui semblait alors être le père de la petite, sermonna cette dernière, l'invectivant sur le fait qu'un paysan était important dans la chaîne humaine, apportant nourriture à son prochain par son travail acharné. Il l'enjoint ensuite de ramener le pauvre homme là où elle l'avait trouvé et de le laisser en paix. Et avouez qu'à la place du paysan, vous auriez probablement hoché positivement la tête, car sans nul doute, l'homme s'était probablement déjà vu finir dans une assiette. Pourtant, la petite écouta et ramena le pauvre kidnappé à l'endroit où elle l'avait attrapé comme une vulgaire grenouille qui passait par là. Il décida alors de ne jamais se souvenir de cette histoire, estimant plus sage de continuer sa vie loin de tout cela. Malgré tout, on ignore comment fut détruit le château par la suite dans l'histoire, mais il en demeure que les géants sont bien partis de nos contrées dès lors. Si tant est qu'ils aient existé bien sûr, cela va de soi. Mais nul doute que même eux savaient estimer la valeur d'un travailleur, aussi humble soit-il. Si nous avons parlé de géants dans la précédente vidéo, cette fois-ci nous parlerons de leurs alter ego, à savoir les fées. Le comte d'Angeweiler aura d'ailleurs eu affaire avec l'une d'elles dans un récit qui marquera plusieurs familles. L'homme était un chasseur aguerri qui aimait cette pratique plus qu'à tout autre. Cependant, par respect pour sa femme, il évitait de dormir dans le lit conjugal afin de ne pas la réveiller en partant aux aurores ou en rentrant tard la nuit. Ainsi, il avait donc une petite chambre tout attitrée qu'il utilisait avant ou après ses parties de chasse. Mais un soir, bien que très fatigué, il surprit une petite fée endormie dans son lit secondaire, et ne voulant point la troubler, il choisit donc de la laisser à son sommeil. Et le petit manège continua, durant 15 ans très précisément. La petite fée dormait à point fermé tous les lundis soirs dans ce lit. Mais cela ne dura point, car la comtesse voulut savoir pourquoi le comte évitait soigneusement cette chambre un jour par semaine. Elle surprit la fée, qui alors garantit qu'elle ne reviendrait plus. Cependant, pour remercier le comte, elle offrit 3 présents qui apporteraient paix et prospérité à qui en hériterait, et malheur à celui qui les déroberait également. Une tasse, une cuillère et une bague, dont il fit don à ses 3 filles, qui se marièrent chacune plus tard avec des seigneurs des maisons Croy, Salm et Bassompierre. Chaque objet fut par la suite placé dans des abbayes par les différentes familles pour garantir leur pérennité. Mais un jour, le prince du château de Salm, qui possédant la bague et l'avait sertie, participa à une soirée mondaine où il finit par trop boire. Un certain monsieur de Pange la lui déroba alors. Dès ce moment, malgré ses grandes richesses et tout ce qui allait avec, Pange connut la ruine et ne parvint jamais à remonter la pente. Ses enfants ne connurent pas un meilleur sort. Les prédictions de la fée étaient exactes. D'ailleurs, un jour que Madame de Croy voulait montrer la tasse à des invités, elle la fit tomber et l'objet vola en éclats. Les morceaux furent alors rangés dans leur boîte et on retrouva l'ouvrage intact le lendemain sans aucune explication logique. C'est ainsi que s'achève cette histoire de la rencontre avec la fée d'Angeweiler. 3 objets, humbles mais pourtant particulièrement précieux, même s'ils sont à double tranchant pour quiconque cherchera à s'en emparer.
C'est une histoire qui pourrait faire penser à d'autres histoires que nous avons pu voir par le passé. Celle de la malédiction du ménestrel nous amène à suivre le détour d'un vieil artiste accompagné de son apprenti, alors qu'il faisait une halte dans un château près de Rochheim. Il nous faut remonter en l'an 1400, à une époque où le château était encore debout. On y apprend que le seigneur était un homme bourru, porté sur la boisson et connu pour inspirer la terreur. Par chance, il était canalisé par sa femme qui était aussi douce que patiente. D'un regard, elle pouvait le faire plier, et c'est exactement avec ce regard qu'elle scella le sort du ménestrel. Car lorsqu'un de ses capitaines vint à l'informer qu'un vieil homme et un jeune adolescent demandaient l'hospitalité, le seigneur était bien décidé à les envoyer paître. Mais sa dame, Elswind, ne l'entendit pas de cette oreille et parvint à le convaincre de les accueillir. Ce fut ainsi que le duo était amené devant eux, plutôt que de rester sous le torrent de cette nuit d'orage. Les règles de bienséance, courbettes et politesse accomplies, ils se présentèrent. Deux ménestrels parcourant les terres, dont on ne retint que le nom de l'apprenti. Silvio, qui timide au premier abord, finit par entonner un chant sous les encouragements de son maître, en guise de remerciement pour la charité de leurs hôtes. L'assemblée fut quasiment séduite par son chant cristallin, sa façon de jouer de la harpe, et lorsqu'il finit sa dernière mélodie, la dame elle-même lui lança une rose que le jeune chanteur embrassa après l'avoir ramassée. Ce fut ce moment qui scella son sort. Car l'homme, assis sur son trône, y vit là un geste de courtisan, et blême de rage, il ôta la vie du jeune adolescent. Le silence se fit, le vieillard tenta de maintenir son apprenti en vie. Malheureusement, en vain. Alors il prit le corps de son pupille et de ses pas lourds, qui commença à quitter le château. Ce fut une fois dehors que dans un geste de rage, le vieil homme brisa la harpe contre le pavé de la cour et hurla une malédiction dans l'air. Dès lors, les éléments s'acharnèrent contre le château, ne laissant avec le temps plus qu'une tour, dont on dit que la noble dame s'y était abritée. Le ménestrel avait maudit jusqu'au nom de ce seigneur, et aujourd'hui ne reste qu'une ruine dont même le nom est resté piégé dans le temps. La tour du château sans nom demeure, triste écho à la tragique histoire de ce jeune artiste prodige qui avait simplement voulu honorer ses hôtes. Voilà qui met fin à nos histoires dans le Bas-Rhin, mais si vous en connaissez d'autres, libre à vous de me les partager via les liens en description. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve dans la semaine pour un petit épisode exceptionnel sur un thème surprise, et pour notre prochaine destination, nous repartirons dans le sud, dans un endroit où on peut déguster de la croustade. Mais en attendant, portez-vous bien et à très vite.